Lecture dédiée à Rita Gombrowicz. Witold Gombrowicz, La pornographie. Traduit du polonais par Georges Lisowski, Gallimard. 1960 pour la première édition et 1980 pour la présente traduction. Préface. Un écrivain polonais m'a écrit pour me demander quel est le sens philosophique de la pornographie. Je lui ai répondu: essayons de nous exprimer de la façon la plus simple. L'homme, on le sait, tend vers l'absolu, vers la plénitude, vers la vérité, vers Dieu, vers la maturité totale. Tout saisir, se réaliser entièrement. Tel est son impératif. Or, dans la pornographie se manifeste, il me semble, un autre but de l'homme, plus secret sans doute, en quelque sorte illégal, son besoin du non-achevé, de l'imperfection, de l'infériorité, de la jeunesse. Une des scènes les plus explicites dans ce sens, c'est celle de l'Église, où la cérémonie de la messe s'effondre sous l'effet de la conscience tendue de Frédéric, et où avec elle s'effondre Dieu l'absolu, tandis que des ténèbres et du vide cosmique sort une nouvelle idole terrestre, sensuelle, faite de deux êtres mineurs, mais qui forment un cercle fermé, car ils subissent une mutuelle attraction. Une autre scène importante, c'est le conciliabule qui précède le meurtre de Siémian, quand les adultes se sentent incapables de tuer, car ils connaissent le poids de l'assassinat. Le meurtre devra donc être accompli par des adolescents, déplacés vers la légèreté, l'irresponsabilité. Ce n'est que de cette façon qu'il devient possible. J'ai déjà parlé de cela ailleurs, ne serait-ce que dans mon journal, par exemple, dans un passage sur le Retiro de Buenos Aires, 1955. La jeunesse m'a paru comme la valeur la plus haute de la vie. Mais cette valeur a une particularité, inventée sans doute par le diable, étant jeunesse, elle se tient au-dessous du niveau de toute valeur. Ces dernières paroles, au-dessous de toute valeur, expliquent pourquoi je n'ai pu prendre racine dans aucun des existentialismes contemporains. L'existentialisme s'efforce de réinventer la valeur, tandis que pour moi la sous-valeur, l'insuffisance, le sous-développement sont plus proches de l'homme que toutes les valeurs. Je crois que la formule «l'homme veut être Dieu» exprime fort bien les nostalgies de l'existentialisme, alors que je lui en oppose une autre, férocement incommensurable: l'homme veut être jeune. À mon avis, les âges de l'homme servent d'instrument à cette dialectique entre la plénitude et la non-plénitude, entre la valeur et la sous-valeur. C'est pourquoi j'attribue un rôle si démesuré et si dramatique à la jeunesse. Et c'est pour cette raison que mon univers est dégradé, comme si quelqu'un avait saisi l'esprit par la peau du cou et l'avait immergé dans la légèreté, l'infériorité. Mais rappelez-vous que la philosophie n'a pas pour moi de signification, ce n'est pas mon affaire. Je n'ai pour but que d'exploiter certaines possibilités d'un thème. Je cherche des beautés particulières à ce conflit. Est-ce clair? On dit qu'une œuvre s'explique par elle-même, que les commentaires de l'auteur sont superflus. C'est vrai en principe, mais l'art contemporain n'est pas toujours d'accès facile et il est parfois utile que l'auteur prenne le lecteur par la main et lui propose un itinéraire. Il faudrait peut-être que je dise qui je suis, d'où je viens. Je suis l'auteur des ouvrages suivants en polonais: Bakakai, nouvelle; Yvonne, princesse de Bourgogne, comédie; Ferdi Durk, roman; Le mariage, drame; Transatlantique, roman; La pornographie, roman; enfin le journal des années 1953-1961. Jusqu'en 1957, j'étais presque inconnu, un immigré en Argentine. En 1957, le gouvernement polonais, dans un mouvement de libéralisme passager, autorisa la réimpression de mes livres. Le succès rapide et imprévu de cette entreprise fit qu'après un certain temps, je fus de nouveau interdit, et qu'on défendit d'écrire sur moi. Tel est le chassé-croisé que nous autres écrivains de certains pays dansons avec nos peuples, même ceux qui, comme moi, ne se mêlent pas de politique. La pornographie est le deuxième livre de moi qui paraît en France. Il y a 2 ans, les Lettres Nouvelles ont publié mon roman Ferdi Durk. Ferdi Durk est sans doute mon œuvre fondamentale, la meilleure introduction à ce que je suis et représente. Écrite 20 ans plus tard, la pornographie a ses origines dans Ferdi Durk. Il faut donc que je dise quelques mots de ce livre. C'est l'histoire grotesque d'un monsieur qui devient un enfant parce que les autres le traitent comme tel. Ferdi Durk voudrait démasquer la grande immaturité de l'humanité. L'homme
tel que ce livre le décrit, est un être opaque et neutre qui doit s'exprimer à travers certains comportements et par conséquent devient à l'extérieur, pour les autres, beaucoup plus défini et précis qu'il ne l'est dans son intimité. D'où une disproportion tragique entre son immaturité secrète et le masque qu'il met pour frayer avec autrui. Il ne lui reste qu'à s'adapter intérieurement à ce masque, comme s'il était réellement celui qu'il paraît être. On peut donc dire que l'homme de Ferdi Durk est créé par les autres, que les hommes se créent entre eux en s'imposant des formes, ou ce que nous appelons des façons d'être. Ferdi Durk a été publié en 1937, avant que ne fût formulée la théorie du regard d'autrui de Sartre. Mais c'est grâce à la popularisation des conceptions sartriennes que cet aspect de mon livre a été mieux compris et assimilé. Cependant, Ferdi Durk s'aventure sur d'autres terrains moins foulés. Le mot forme s'y associe au mot immaturité. Comment décrire cet homme Ferdi Durkien? Créé par la forme, il est créé de l'extérieur, autant dire inauthentique, déformé. Être un homme, cela veut dire ne jamais être soi-même. Il est aussi un producteur constant de la forme. Il sécrète la forme infatigablement, comme l'abeille sécrète le miel. Mais il est aussi en lutte avec sa propre forme. Ferdi Durk, c'est la description des combats de l'homme avec sa propre expression, de la torture de l'humanité sur le lit de Procuste de la forme. L'immaturité n'est pas toujours innée ou imposée par les autres. Il existe aussi une immaturité vers laquelle nous fait basculer la culture lorsqu'elle nous submerge, lorsque nous ne réussissons pas à nous hisser à sa hauteur. Nous sommes infantilisés par toute forme supérieure. L'homme, tourmenté par son masque, se fabriquera à son propre usage et en cachette une sorte de sous-culture, un monde construit avec les déchets du monde supérieur de la culture, domaine de la camelote, des mythes impubères, des passions inavouées, domaine secondaire de compensation. C'est là que naît une certaine poésie honteuse, une certaine beauté compromettante. Ne sommes-nous pas tout proches de la pornographie? Oui, la pornographie est issue de Ferdi Durk. C'est un cas particulièrement grinçant du monde ferdidurkien. Le cadet créant l'aîné. Quand c'est l'aîné qui forme le cadet, tout va très bien du point de vue social et culturel. Mais si l'aîné est soumis au cadet, quelles ténèbres! Que de perversité et de honte, que de pièges! Et pourtant, la jeunesse biologiquement supérieure, physiquement plus belle, n'a pas de peine à charmer et conquérir l'adulte, déjà empoisonné par la mort. De ce point de vue, la pornographie est plus courageuse que Ferdi Durk, qui utilise avant tout le sarcasme et l'ironie, et l'humour implique la distance. À cette époque, je prenais de haut mes thèmes, et l'on pourrait soutenir que dans Ferdi Durk, je lutte orgueilleusement contre l'immaturité. Pourtant, on y entend déjà un ton assez équivoque qui pourrait laisser entendre que cet adversaire de l'immaturité aime précisément l'immaturité à en mourir. Dans la pornographie, j'ai abandonné la distance que donne l'humour. Ce n'est pas une satire, mais un roman classique. Le roman de deux messieurs sur le retour et d'un couple d'adolescents. Un roman sensuellement métaphysique. Quelle honte! J'extrais encore de mon journal ce qui suit. Un de mes buts spirituels et esthétiques est de trouver un accès plus ouvert, plus dramatique vers la jeunesse, lui révéler ses liens avec la maturité afin qu'elles se complètent l'une l'autre. Plus loin, je ne crois pas à une philosophie non érotique, je ne me fie pas à une pensée désexualisée. Il est difficile de croire, évidemment, que la logique de Hegel ou la critique de la raison pure ait pu être conçue sans que leurs auteurs prennent quelque distance avec le corps. Mais la conscience pure, à peine réalisée, doit être de nouveau immergée dans le corps, dans le sexe, dans Eros. L'artiste doit enfoncer le philosophe dans l'enchantement, dans le charme, dans la grâce. Encore une remarque, même si elle me fait soupçonner de mégalomanie. Et si la pornographie était une tentative pour renouveler l'érotisme polonais? Une tentative pour retrouver un érotisme qui correspondrait davantage à notre sort et à notre histoire récente, faite de viols, d'esclavage, de lutte de chiots, une descente vers les obscurs confins de la conscience et du corps. Je suis de plus en plus porté à présenter les thèmes qui me paraissent le plus complexes sous une forme simple, naïve même. La pornographie est écrite un peu à la manière d'un roman de province polonais. C'est comme si je véhiculais sur un char-à-banc vieillot du venin dernier cri. Cri de douleur, pas à la mode, cela va de soi. Ai-je raison de penser que plus la littérature est téméraire et d'un accès difficile, plus elle devrait retourner vers des formes anciennes, faciles, auxquelles les lecteurs se sont habitués? K. A. Jelinski, à qui mon œuvre doit tant et de si précieuses suggestions, estimait que la pornographie se présentait de façon trop définie,
Il me conseillait d'y effacer quelques-unes de mes traces à la façon des animaux ou de certains peintres. Mais je suis déjà fatigué par tous les malentendus qui s'accumulent entre moi et mon lecteur, et, si j'avais pu, j'aurais limité encore davantage sa liberté de m'interpréter. Witold Gombrowicz, 1962. Première partie. 1. Je vous conterai une autre de mes aventures et, sans doute, la plus fatale. En ce temps-là, c'était en 1943, je séjournais dans l'ex-Pologne et dans l'ex-Varsovie, tout au fond du fait accompli, en silence. Le groupe ravagé de mes vieux compagnons et amis des ex-cafés Le Zodiac, Zimianska, Ips, se donnait rendez-vous tous les mardis, dans un petit appartement de la rue Kruxa, et là, tout en buvant sec, nous essayions de continuer d'être des artistes, des écrivains, des penseurs. En reprenant nos anciennes conversations, nos ex-débats sur l'art, je les revois encore assis, ou bien étendus sur les divans dans la fumée épaisse, celui-ci un rien squelettique, cet autre un peu abîmé, mais tous criants et braillants. L'un criait Dieu, un autre l'art, un troisième le peuple, un quatrième le prolétariat. Et nous discutions à perdre haleine, et cela durait, durait. Dieu, l'art, le peuple, le prolétariat. Mais un jour arriva un homme de 30 à 40 ans, noir, sec, au nez aquilin, et il se présenta à chacun selon toutes les formalités d'usage, après quoi il n'ouvrit presque plus la bouche. Il remercia fort cérémonieusement pour le verre de vodka qui lui fut offert, et non moins cérémonieusement prononça « Je vous demanderai encore une allumette ». Puis il commença à attendre cette allumette, à l'attendre, et lorsqu'on la lui eut donnée, il se mit à allumer sa cigarette. Entre-temps, la discussion battait son plein, Dieu, l'art, le peuple, le prolétariat. Tandis que la puanteur commençait à nous assaillir. Quelqu'un demanda « Quel bon vent vous amène, monsieur Frédéric ?» Ce à quoi il répondit aussitôt de façon parfaitement explicite « J'ai appris par Eva que Pientac venait souvent ici, alors je suis passé. Je cherche à le joindre. J'ai 4 peaux de lapin et une semelle à vendre. » Et comme pour étayer ses dires, il nous désigna 4 peaux de lapin enveloppées dans un papier. On lui offrit du thé, qu'il but. Il lui resta un morceau de sucre sur la soucoupe. Il étendit la main pour le prendre, mais sans doute dut-il considérer ce geste comme insuffisamment motivé, car il recula sa main. Cependant, le geste de la reculer étant au fond plus immotivé encore, il tendit sa main de nouveau vers le morceau de sucre qu'il porta à sa bouche et mangea, non plus pour le plaisir de le croquer, mais pour avoir un comportement à peu près décent, envers le sucre ou envers nous. Voulant sans doute effacer cette impression fâcheuse, il toussa, puis, pour motiver cette toux, sortit de sa poche un mouchoir, mais n'osa plus se moucher, et bougea simplement le pied. Mais bouger le pied dut, sans doute, lui créer de nouvelles complications, car il se tut, et s'immobilisa tout à fait. Ce comportement singulier, car en fait il ne faisait que se comporter, il se comportait sans cesse, éveilla ma curiosité dès cette première entrevue, et fit qu'au cours des quelques mois suivants, je me liai avec cet homme, qui se révéla non dépourvu de quelque culture, et disposant aussi d'une certaine expérience artistique. Il s'était jadis occupé de théâtre. Bref, nous nous associâmes pour des affaires, d'où nous tirions notre maigre subsistance. Tout ceci ne dura guère, car je reçus un jour une lettre de Hippo, autrement dit mon ami Hippolyte S., propriétaire d'une terre aux environs de Sandomierz, nous invitant à lui rendre visite, et Hippolyte ajoutait qu'il avait l'intention de nous entretenir de ses affaires de Varsovie, pour lesquelles il aurait besoin de notre aide. Par ici, c'est plutôt calme, il n'y a pas à dire, sauf quelques bandes qui pillent, tu comprends, la pression s'est relâchée. Venez tous les deux, on serrera mieux les coudes. Y aller, tous les deux. Des doutes difficiles à formuler me hantaient quant à l'opportunité de ce voyage. Car enfin quoi? L'emmener pour qu'il continue là-bas à la campagne son jeu avec lui-même? Et son corps si particulier. L'emmener en voyage en dépit de son infatigable indécence silencieuse mais criante? Se charger de quelqu'un d'aussi compromis et par là même compromettant? S'exposer à ce dialogue qu'il menait continuellement avec qui au fait? Et sa science de et sa sournoiserie, ses subterfuges. Oui, tout cela ne me disait rien qui vaille. Mais d'autre part, son jeu sempiternel en faisait un être tellement à part, tellement étranger à notre drame commun, tellement détaché de nos discussions interminables, Dieu, le peuple, le prolétariat, l'art, que c'en était reposant, comme un contrepoids pour moi. Et avec ça tellement irréprochable, précautionneux et pondéré, eh bien allons-y, c'est tellement plus agréable à deux. Et en fin de compte, nous réussîmes à pénétrer dans le wagon, et le train démarra lentement,
en grinçant. 3 heures de l'après-midi, un temps brumeux. Frédéric, cassé en deux par un corps opulent de bonne femme, un pied d'enfant lui rentrant dans le menton, bien que souffrant atrocement dans sa dignité, était aussi correct et bien élevé que d'habitude. Il se taisait. Moi aussi. Le train nous cahotait et nous projetait les uns sur les autres, et tout était comme coagulé. À travers un bout de vitre, je voyais des champs bleuâtres et endormis, que nous parcourions dans un fougueux vacarme. C'était la même large plaine tant de fois contemplée, ceinte de la ligne brumeuse de l'horizon, une terre quadrillée, quelques arbres fuyants, une maison, un corps de femme qui s'éloignait. La même chose que toujours, ce qu'on s'attend d'avance à voir, et pas la même chose pourtant, parce que la même chose précisément, et inattendue et inconnue, plus encore, incompréhensible, dirais-je, inconcevable même. L'enfant se mit à piauler, la bonne femme éternua. Cette puanteur aigre, l'éternelle tristesse du voyage en train, cette tristesse par cœur apprise, la ligne montante ou descendante des fils électriques ou du fossé, le surgissement subit à la fenêtre d'un arbre, d'un poteau télégraphique, d'une cabane, le glissement rapide du paysage en arrière, sa reculade incessante, alors qu'à l'horizon apparaissent une cheminée et une colline, avant de sombrer dans le néant, d'un long mouvement tournant. Frédéric, je l'avais devant moi, séparé de moi par 2 ou 3 têtes, sa tête était là, tout près, et je pouvais la voir. Il se taisait, absorbé par son voyage. Et la présence de corps étrangers, importuns, envahissants, sans gêne, ne faisait que rendre plus pénible mon tête-à-tête avec lui. Sans un mot. Au point que, nom de Dieu, j'eusse mieux aimé ne pas me trouver là et que ce projet de voyage en commun fût tombé à l'eau. Car, revêtu de chair, il n'était qu'un corps parmi d'autres corps, rien de plus. Mais en même temps, il existait. Et il existait comme à part, inexorablement. Il n'y avait rien à faire. On ne pouvait ni l'éluder, ni le négliger, ni l'effacer. Il était dans cette foule pressée, et il existait. Et son voyage, son déplacement dans l'espace, n'était en rien comparable à ceux des autres. C'était un voyage infiniment plus grave, peut-être même dangereux. De temps en temps, il me souriait, disait quelque chose, mais c'était manifestement dans le but de me rendre son voisinage supportable et sa présence moins écrasante. Je compris soudain ce qu'il y avait eu de hasardeux dans ce projet de le faire sortir de la ville, de le jeter dans l'espace découvert de la campagne où, dans l'air élargi, sa singulière qualité intérieure pouvait plus à loisir déployer ses ailes. Et lui aussi devait s'en rendre compte, car je ne le vis jamais plus silencieux, plus insignifiant. À un certain moment, le crépuscule, cette substance qui engloutit les formes, commença à l'effacer, à le rendre indiscernable dans le wagon lancé à toute allure et cahotant qui pénétrait dans la nuit, invitant au non-être. Mais cela ne suffit pas à atténuer sa présence, qui devint seulement moins accessible au regard. Tapi derrière le voile de l'invisibilité, il restait le même. Tout à coup la lumière s'alluma, l'arrachant à la pénombre, révélant son menton, les commissures crispées de ses lèvres, ses oreilles. Mais il ne broncha pas, debout, fixant imperturbablement un cordon ballottant, présent. Le train s'arrêta de nouveau, la police quelque part derrière moi, des rumeurs et des cris, des bruits de bottes, la foule qui vacille, se presse, nous étouffe, quelque chose se passe, on ne sait quoi. Mais lui, toujours pareil à lui-même, présent. Nous redémarrons, il fait déjà nuit, la locomotive crache des étincelles, la course des wagons devient nocturne. Pourquoi l'ai-je emmené avec moi? Pourquoi m'être condamné à cette présence qui, au lieu de me reposer, m'exténue? De nombreuses heures ensommeillées dura ce voyage, semé de haltes et de perquisitions, devenant peu à peu un voyage pour le voyage, un voyage en soi, endormi et têtu, jusqu'à notre descente à l'arrêt de Smielo, où nous nous retrouvâmes avec nos valises sur un sentier longeant les rails. Le filet fuyant du train dans un vacarme décroissant, le silence, un curieux petit vent et les étoiles, un grillon. Moi, extrait subitement de la bousculade d'un long voyage mouvementé, placé sur ce sentier, à côté de moi Frédéric, un manteau sur le bras, debout et silencieux. Où étions-nous? Qu'était-ce? Je connaissais pourtant cette contrée, ce vent m'était familier. Mais où étions-nous? Là-bas, de biais, le bâtiment connu de la gare de Smielo, et quelques lampes ballottantes dans le noir, mais où? Sur quelle planète avions-nous débarqué? Frédéric se tenait debout, et ne faisait que se tenir debout. Nous partîmes vers la gare, moi devant, lui derrière. Voici la calèche, les chevaux, le cocher. La calèche est familière, et familier aussi, ce geste du cocher ôtant sa casquette. Qu'ai-je donc à les observer si attentivement? Je monte, Frédéric à ma suite, nous partons. La route ensablée sous la lumière du ciel sombre,
Des deux côtés de la route, les taches noires des arbres ou des arbustes. Nous traversons le village de Broustova. Des planches blanchies à la chaux et l'aboiement d'un chien. Curieux cet aboiement. Devant moi, le dos du cocher. Curieux ce dos. Et à côté de moi cet homme qui silencieusement, poliment m'accompagne. Le sol invisible berçait ou secouait la calèche. Les trous d'ombre et les ténèbres épaissis parmi les arbres nous bouchaient la vue. Je demandai au cocher pour entendre le son de ma propre voix. Ça va par ici? C'est calme? Et je l'entendis répondre. Pour l'instant, oui, il n'y a pas à dire. Il y a bien des bandes dans les bois, mais ces temps derniers, c'est plutôt calme. Le visage invisible, la voix est la même. Elle n'est donc pas la même. Devant moi, il n'y a que le dos, et je voulus un instant me pencher pour bien le scruter, ce dos. Mais je me retins, car Frédéric, il était là, à côté de moi, et étrangement silencieux. L'ayant à côté de moi, j'aimais mieux ne scruter personne, car je me rendais brusquement compte que ce qui était assis à côté de moi était radical dans son silence. Radical jusqu'à l'atrocité. Mais oui, c'était un extrémiste. Il était extrémiste jusqu'à l'inconscience. Non, ce n'était pas une existence ordinaire que la sienne, mais quelque chose d'infiniment agressif, de tendu à un degré dont je n'avais pas jusque-là la moindre idée. J'aimais donc mieux ne dévisager personne, pas même le cocher, dont le dos nous écrasait comme une montagne, alors que le sol invisible berçait et secouait la calèche, et que la pénombre environnante, où luisaient quelques étoiles, nous bouchait la vue. Le reste du trajet se passa dans le silence. Nous nous engageâmes à la fin dans une longue allée. Les chevaux pressèrent le pas. La porte, le veilleur de nuit, les chiens, la maison fermée, le lourd grincement des verrous que l'on tire, Hippo, une lampe à la main. Enfin, bon Dieu, vous êtes là? Était-ce bien lui? Je fus frappé et aussitôt comme repoussé par l'enflure rouge de ses joues éclatantes. Il semblait avoir déjà éclaté de partout à cause de cette enflure qui avait fini par lui faire des membres disproportionnés, par épanouir sa chair de tous les côtés à la fois, de sorte que son corps odieusement florissant ressemblait à un volcan de viande jaillissante. Et dans ses bottes de cavalier, il étalait des pattes apocalyptiques, tandis que ses yeux semblaient nous contempler du fond de cette graisse comme à travers une petite lucarne. Mais il se collait à moi et me serrait dans ses bras. Il chuchota timidement. J'ai enflé. Saloperie. Et d'où ça vient cette graisse? De tout, sans doute de tout. Et regardant ses doigts boudinés avec une amertume infinie, il répéta plus bas pour lui-même. Et d'où ça vient, cette graisse? De tout, sans doute, de tout. Et il tonitruya. Voici ma femme. Répétant plus bas pour lui-même. Voici ma femme. Et il gueula. Et voici Enya chérie, ma jolie Enya, répétant pour lui-même d'une voix à peine perceptible. Et voici Enya chérie, ma jolie Enya. Puis, fort complaisamment, il se tourna vers nous. Vous avez eu une excellente idée de venir, mais voyons, Vitold, présente-nous ton ami. Et l'ayant dit, il ferma les yeux. Ses lèvres cependant bougeaient toujours. Frédéric, très galamment, plongea au-dessus de la main de la maîtresse de maison, dont la mélancolie rosit d'un lointain sourire, et dont la sveltesse délicate frissonna légèrement. Nous nous mîmes avec fougue à lier connaissance, eux à nous introduire dans la maison, nous à nous asseoir, eux à nous complimenter, nous à leur rendre leur politesse, après ce voyage interminable, tandis que la lampe à pétrole dispensait une lumière rêveuse. Le dîner servi par un laquais, nos yeux qui collent, la vodka. Luttant contre le sommeil, nous essayions d'entendre ce qui se disait et de le comprendre. Il était question d'ennuis de toutes sortes, soit avec l'ACA, soit avec les Allemands, les bandes, l'administration, la police polonaise, les réquisitions, de la peur qui rôdait et de la violence, dont témoignaient d'ailleurs les volets, pourvus de barres de fer supplémentaires, les gros verrous des portes, les armes qu'on voyait luire dans un coin. Les Siennecs ont vu leur maison incendiée. Le métayer de Roudniki, on lui a broyé les jambes. J'ai eu des réfugiés de Poznan, ici, plein la maison. Le pire, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. À Ostravitch, à Boutsechaud, où c'est plein d'ouvriers, ils attendent la moindre occasion. Pour l'instant, c'est encore calme, mais aussitôt que le front se rapprochera, ça va barder. Ça va barder. Vous verrez le carnage, l'explosion, le feu d'artifice. Un drôle de feu d'artifice, hurla-t-il. Puis il chuchota pour lui-même, songeur. Un drôle de feu d'artifice. Et il gueula. Le pire, c'est qu'il n'y ait pas où foutre le camp. Et il murmura. Le pire, c'est qu'il n'y ait pas où foutre le camp. La lampe, le dîner interminable, la somnolence, l'immensité d'Hippo barbouillée par la sauce épaisse du sommeil, sa femme qui s'évase dans le lointain, Frédéric. Des phalènes butant contre la lampe, phalènes dans la lampe, phalènes contre la lampe, le petit escalier très raide, la bougie. Je tombe sur un lit et m'endors.
Le lendemain, un triangle de soleil au mur, une voix derrière la fenêtre. Je me levai et j'ouvris les volets. Le matin. Lecture Grégory Proch. Musique Foma, extrait de l'album Gombrowicz du groupe Zerowa. Retrouvez cette lecture et près de 430 autres sur la chaîne YouTube Grégory Proch. Wyrazić się. Niech kształt mój rodzi się ze mnie, niech nie będzie zrobiony